C'est à l'initiative de Cathy Monteau, nous souhaitions vous offrir cet ouvrage de notre historien Gérard Ménion, disparu cette année, et qui nous a légué toutes ses archives personnelles sur l'histoire de notre commune, un livre de référence qui raconte l'évolution de Sorts-Osgoar. Il est 18h01 et je vais donc procéder à l'appel nominal des conseillers. Il y en a deux qui vont arriver en quelques minutes de retard, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a les procurations pour certains. Donc je commence. Maëlle Dubosc Paysan. Présente. Alain Clavry. Mathilde Vatrou. Présente. Édouard Dupouille. Présent. Henriette Ruval. Michel Villéger. Céline Mulardelli. André Jacubiec. Baudouin Verlet. Présent. Véronique Casavant. Patrice Biancone. Myriam Langlois. Caroline Chabreduc. Sandrine Bonpasse. Gaëtan Harris qui a remis sa procuration à Ariane Ruval. Paul Gonzalez qui doit arriver. Mathieu Parayou qui est absent. Jean Belloc qui a donné sa procuration à Céline Hulardelli. Elsa Becker qui a donné sa procuration à André Jacubiec. Quentin Betchetrit. Henri Arbeil. Lionel Barbéris. Il arrive. Caroline Escande. Emmanuel Bécheron. Cathy Monteau. Et David Maviel. Voilà Paul. Bonsoir Paul. Donc on a 3 procurations qui sont en ma possession. Je vous fais passer la feuille de présence pour la signer. Donc le conseil en exercice étant de 27 et que le quorum étant atteint, je déclare la séance du conseil ouverte pour ce 12 mars 2021. Quentin est désigné comme secrétaire de séance. Pour poursuivre, je vais vous dire quelques mots en introduction. Il y a un an, à quelques jours près, le premier tour des élections municipales se déroulait. C'était dans une atmosphère étrange car la Covid pointait son nez. Et 2 jours après, nous étions tous en confinement total. Une période assez spéciale que nous avons vécue de manière différente les uns et les autres. Aujourd'hui encore, 1 an après, la Covid est toujours présente et les derniers chiffres nationaux ne sont pas très bons et ceux de notre région, même si nous sommes dans une moyenne basse, ne sont pas des plus réjouissants. Dans le département des Landes, le taux d'indice repart légèrement à la hausse depuis une semaine pour être aujourd'hui de 70,15, ce qui reste comparativement bas par rapport aux indices nationaux l'indice national qui est de 222,84. Nous comptons à ce jour sur notre territoire 57 hospitalisations, plus 4 en 24 heures et 7 en réanimation pour un taux d'occupation de 47,8. On observe des reconfinements partiels, des campagnes de vaccination massives qui s'arrêtent faute de vaccins et une stratégie globale difficile à suivre. L'arrivée en masse des vaccins, tous laboratoires confondus, la mise en place d'équipes mobiles, d'opérations coup de poing et la possibilité très prochainement de se faire vacciner en pharmacie vont permettre d'augmenter le nombre de vaccinations. Véritable espoir pour un avenir meilleur. Concernant la vaccination contre la Covid-19 au niveau national, je vais vous donner quelques chiffres. On est à un peu plus de 6 400 000 injections qui ont été réalisées en cumulant première et deuxième injections, dont 2 102 000 personnes qui ont reçu les 2 injections du vaccin. 7,9% des personnes de plus de 18 ans ont reçu au moins une injection de vaccin et 3,9% ont reçu les 2 injections. 85% des résidents EHPAD ont reçu au moins une injection de vaccin. En ce qui concerne le nôtre, presque la totalité de nos résidents ont été vaccinés pour les deux injections. 33% des personnes âgées de plus de 75 ans ont reçu au moins une injection de vaccin. 37% des professionnels
et intervenants de santé ont reçu au moins une injection de vaccin. 57% des professionnels et intervenants de santé de plus de 50 ans ont reçu au moins une injection de vaccin. Dans les Landes, pour continuer sur cette information, 32 127 personnes exactement, et ça fait 1500 de plus depuis 24 heures, qui ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 7,8% de la population. Et 17 666, ça fait plus 651 en 24 heures, ont reçu 2 doses du vaccin, soit 4,3% de la population. L'objectif est d'arriver à vacciner 300 personnes par jour pour notre région, ce qui représente 1200 doses par semaine sur les centres de vaccination. Concernant les pharmacies, autour du 17 mars, elles seront en mesure de vacciner et les rendez-vous se feront pour certaines via Doctolib ou par téléphone. Les personnes concernées pour ce genre de vaccin seront les plus de 75 ans et les 50-75 ayant des comorbidités, maladies primaires, obésité, arthrose. Et un point précis d'ailleurs sur ce point-là, sur cet article-là, sera fait le 15. Nous allons bien sûr participer activement à la mise en place de cette vaccination aux côtés de Max et de l'ARS pour permettre aux personnes vulnérables, isolées, de planifier des horaires et des jours de vaccination. Le CCAS a déjà mobilisé ses ressources pour organiser le transport de seniors vers le centre de vaccination. Il a également mis en alerte son pool de bénévoles pour apporter son soutien au centre de Cap-Breton. Nous serons opérationnels dès la confirmation des dates. L'ARS nous assure faire tout son possible pour accélérer les campagnes de vaccination afin que toute la population puisse en bénéficier. Mais aujourd'hui, la patience est de rigueur. Ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer à appliquer les gestes barrières, le port du masque, et souhaitons que nous sortions très vite de cette situation compliquée et pesante pour tous. Sur un autre sujet, nous avons subi la tempête Justine, fin janvier, qui a fait énormément de dégâts sur notre littoral et plus particulièrement nos plages et notre front de mer. Les services techniques travaillent d'arrache-pied depuis près d'un mois pour réhabiliter nos plages avant la saison, protéger nos digues tout en surveillant notre trait de côte. Un travail important et coûteux a été mis en place, mais cela est indispensable pour préparer la saison et ça, c'est notre devoir. Les pluies incessantes n'ont rien arrangé et l'ensemble de nos services ont essayé de répondre au mieux aux besoins de notre population sur la commune face aux inondations et à la montée des nappes. Cela nous a conduit à mettre en place un plan d'investissement massif dont nous allons vous parler tout à l'heure sur le réseau pluvial afin d'éviter que cela se reproduise. Rien n'avait été fait depuis des années. Par ailleurs, je voulais vous annoncer le recrutement du nouveau directeur général des services, Éric Mailleransin, qui prendra ses fonctions le 19 avril. Ancien DGS de la communauté de communes du Seignan, il a une grande expertise sur de nombreux sujets et il sera d'une aide précieuse pour la mise en place des dossiers importants qui sont en cours. Il a été également directeur des services techniques et donc connaît parfaitement le fonctionnement de ce service. Je me réjouis de sa venue et je suis persuadé qu'il sera un atout majeur pour l'avenir de notre ville. Le recrutement du cadre de l'urbanisme et de la police de l'urbanisme sont également terminés. Restent quelques tâches administratives à clôturer. Je voulais juste souligner que toutes ces embauches se sont faites avec l'appui de la commission RH et je tenais à les remercier et remercier leurs membres, c'est-à-dire Lionel Barbéry, Maël, Paul Gonzalves, ainsi que Baudouin Merlet. Avant de conclure mon introduction, je voulais vous signaler que depuis lundi, nos agents de la police municipale sont équipés pour 2 de nos agents de caméras piétons afin de les aider si besoin lors d'interpellations ou problèmes rencontrés sur la voie publique. Nous sommes fiers d'être les premiers sur le territoire à innover ce procédé. Maintenant, passons au conseil et à l'ordre du jour de ce soir. Alors, concernant l'approbation du dernier conseil, certains d'entre vous m'ont indiqué
et à identifier quelques coquilles et imprécisions. Je vois Cathy qui bouge la tête. Ceci n'altère en rien le fond des propos. Si vous l'avez bien lu, et je l'ai en ma possession ici, et je l'ai revu tout à l'heure. Et je souhaiterais, et il serait préférable, et j'aimerais, à l'avenir, que si vous avez des remarques, et nous sommes tout à fait conscients qu'il peut y avoir des erreurs, de nous adresser un document à noter dans le but de passer les corrections en amont du conseil et non pas le jour même. On va passer à cette approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 20 janvier dernier. Monsieur le maire, puis-je m'autoriser? Absolument. Bon. Et, je sais que vous aimez bien Churchill. Absolument. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est vrai ça. Oui. Je l'ai cité plusieurs fois. Et il a dit une phrase à laquelle j'aime beaucoup Churchill. Enfin, j'aime bien. Ça marche pas? Il disait la droite a droit d'exister à condition de rester morte. Et j'adhère pas du tout à ça. Et pourquoi? Parce que on est dans un conseil municipal et on n'est pas de l'opposition ou de la majorité. Donc j'étais contre cette réflexion de notre ami Winston Churchill. Alors pourquoi je dis ça? Et tout simplement parce que au sujet du procès verbal, non, je vais prendre la chose autrement. Je voterai oui. Voilà, comme ça c'est fait pour moi. Mais pourquoi je dis ça? Parce que monsieur le maire comme moi-même, nous avons constaté que les procès-verbaux n'étaient pas toujours très bien rédigés, ce qui ne suppose pas de monter une fondation d'illettrisme. On n'en est pas là. La langue française est en train de changer. Les accords sont en désaccord. Bon, pour moi, c'est un détail. Mais il y a une question de fond que j'ai eu l'occasion de remarquer, et pas que sur ce sujet, et je sais que vous l'avez fait aussi, et c'est que ces procès-verbaux ne sont pas toujours totalement en phase avec la réalité de ce qui s'est dit, et le suivi de ces procès-verbaux, indépendamment de ce qui manque, et qui parfois est fondamental, le suivi n'est pas totalement assuré. Alors, ça n'est pas du tout, je reviens à mon Churchill, ça n'est pas du tout une question d'opposition, pas du tout. Ça devient pour moi un exercice important de processus dont vous venez de parler. Absolument. Et un procès verbal, c'est un procès verbal. Il est écrit, il est lu, il doit faire l'objet d'annotations, intelligentes si possible, lettrées si possible, mais là on pourra avoir ce qu'il faut, mais on n'en veut pas, et bien avant la veille du conseil municipal. Donc moi je fais une seule demande, je vote oui cette fois-ci, mais je demande une simple chose, c'est que on est tous, moi le premier, une attention très vigilante sur ces procès-verbaux qui font la conduite en réalité de la mairie et qui ne peuvent que contribuer au bon fonctionnement de monsieur le directeur général, dont je ne sais pas d'ailleurs s'il a signé son contrat. Si. Ah ben voilà, j'ai la réponse. Il arrive le 19 avril. Donc oui, non, mais moi je peux arriver le 20, mais non, mais c'est fait. Voilà. Donc simplement je fais, c'est pas une remarque, c'est une observation, et qui a été faite également par Lionel Barberis, qui souhaite prendre la parole. Ah mais il est là? Ah mais c'était pas arrivé. Sinon par ordre alphabétique, je t'aurais laissé je suis là. Voilà. Mais on s'est tous fait la même remarque, tu te souviens? Et on disait, bon, les coquilles, ce sont les coquilles, mais enfin le fond du procès verbal, le contenu et le suivi du contenu, ça, parfois, c'est pas acceptable. Enfin, c'est jamais acceptable. Voilà. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup. Mais je vote oui. Je sais, je n'ai pas à voter, moi. C'est fini. Mais merci beaucoup. Effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Baudouin, parce que c'est important. Vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est le fait d'avoir des procès-verbaux, certes que nous devons relire et vous faire passer les remarques. Je suis entièrement d'accord. C'est pas toujours
évident dans les délais, parce qu'on est sur du 5 jours francs. Bon, alors là, peut-être celui-là, on l'a eu avant. C'est vrai qu'on a des fois beaucoup de documents à lire. Bon, là, c'est des documents de plusieurs pages avec des comptes rendus. On n'est pas obligé de le voter immédiatement, quoi. On peut aussi on peut voter ça un peu plus tard. C'est pas dramatique, puisque les délibérations sont passées, tout est acté, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que dans la rédaction, on peut comprendre aussi qu'en ce moment, au niveau administratif, c'est peut-être pas non plus évident d'avoir un suivi extrêmement rigoureux. Mais c'est vrai que quand je reprends ce qui est écrit, certes, on peut oralement faire des phrases qui des fois se répètent, on peut avoir effectivement des choses qui... Mais là, ça fait quand même, quand on se relit, ça devient très compliqué de comprendre ce qui est marqué. Je pense que du coup, ça mériterait effectivement que nous, on fasse cette relecture en amont. Là, on n'a pas forcément eu le temps de le faire, on vous le dit ce soir. On le fera à l'avenir de façon plus anticipée, il n'y a aucun problème. Mais bon, il y a beaucoup de fautes. Il y a le fond, certes, mais là, sur les fautes, y compris sur des problèmes de mots qui ne sont pas les bons. Oui, enfin, quand on met... J'ai fait une intervention sur le budget où on constate les résultats, ça devient on contacte les résultats, quoi. Donc je veux bien, mais Oui, à un moment... alors on va dire que c'est une coquille, ceci étant... Non, mais c'est une coquille, mais qui en fait se répète à chaque ligne. Le fond de ce qui a été relaté... C'est après, je reviens sur ce que... Je sais, mais le fond Oui. qui a été relaté... Mais sur le fond, c'est toujours c'est pareil. exactement ce qui a été dit, et c'est exactement les choses qui ont été... Oui, mais jusqu'à l'intonation de voix, ah bon... Oui, d'accord. donc ça, il y a des choses qu'on ne met pas dans un compte-rendu. Enfin, je veux dire, c'est bien que... On relit et on refait ce compte rendu en regardant de nouveau le conseil en vidéo. Surtout qu'à ce moment-là, c'était effectivement important, Très puisque bien. c'était un moment où on expliquait pourquoi on s'abstenait. Ok. Et on s'abstenait effectivement pour des raisons qui étaient simples par rapport au budget, qui était effectivement le choix budgétaire qui n'améliorait pas l'autofinancement, le fait qu'on avait des Très bien, on ne reports. va pas refaire le conseil du vin. Non, J'ai mais très bien c'était compris, important qu'à Lionel, un moment, on j'ai très réécrive bien ça. compris ce que tu dis. On a pris note. La prochaine fois, le conseil sera, espérons, donc sur ce compte rendu, meilleur que celui-là. Mais sur l'ensemble, il n'y a pas de... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas de choses qui changent. Ouais. Pardon, juste un point. C'est quand même un peu incompréhensible. C'est exactement ce que tu as dit, hein, parce qu'on reprend exactement ce que tu as dit quand tu... Donc c'est incompréhensible quand je parle. Eh bien, peut-être que de temps en temps, tu fais peut-être des Donc choses incompréhensibles. C'est bien. Non, mais attends, J'en prends note. j'ajoute un point. Et je peux te Je le dis relire. donc, certes, beaucoup de répétitions, comme c'est le cas, quand on se relit, ça fait Mais c'est saigner un vrai. peu les yeux, comme on dit. Hein. Oui. Mais pour le coup, à l'oral, il est tout à fait normal qu'on ait des répétitions qu'on ne retrouvera pas à l'écrit. Enfin, je veux dire, c'est la base. Maintenant, si on retranscrit exactement mot pour mot et qu'on n'a pas le droit quasiment de retoucher, alors certes, on nous dit là, c'est peut-être un peu trop tard, c'est le jour du conseil. Ok, à l'avenir, on fera attention. Mais faites attention aussi à ce qui est marqué dedans, parce Très que bien. les fautes d'orthographe, elles sont mais à chaque ligne. Non. On ne Voilà, va pas refaire, voilà, on va pas ok. refaire un cours de Une ligne français. sur deux. On va pas refaire un cours de français non plus. Ok? Non, Mais on est d'accord. On est d'accord sur le... Dans l'absolu, on est d'accord tous les deux. Donc ça ne posera pas de problème pour la prochaine fois. Très bien. Mais je reste, pardon, attaché à un point fondamental. Je suis d'accord sur quand c'est pas lisible, c'est pas lisible. Oui. Parfois c'est voulu, parfois ça ne l'est pas, et c'est souvent ça ne l'est pas d'ailleurs. Mais je veux quand même insister sur la question de fond. Dans des commissions, et il y en a une particulière à laquelle je pense, nous fixons des conditions. Prenons l'exemple d'un recrutement. Nous fixons des conditions d'augmentation de salaire, des conditions avec un certain délai. Et on dit si dans 3 mois ça marche, si dans 6 mois ça marche, eh bien on passe à la vitesse supérieure en termes de salaire, de prime, de je ne sais quoi. Ce sont des questions de fond. Ça, c'est pas une question de littérature. Et ça, j'aurai l'occasion au prochain PV de vérifier si ces conditions ont été écrites noir sur blanc et sont respectées dans la foulée, c'est-à-dire dans les 3 à 6 mois qui viennent. Ça, c'est une question de fond. Si c'est mal écrit, alors là, je considérerais que c'est volontaire. Très bien. Après Merci, cette introduction, après cette introduction, nous allons passer donc malgré tout à l'approbation du procès verbal de la dernière séance du conseil municipal du 20 janvier. Qui est pour?
Qui est contre? Cathy? Qui s'abstient? Très bien. Je vous remercie. On va passer au point numéro 1. Salon du livre, qui va vous expliquer comment il souhaite aborder, Patrice Biancone, ce salon, en espérant que nous pourrons le vivre autrement que celui de l'année dernière. Absolument. Bonjour à tous. Alors, monsieur le maire, je ne peux pas commencer, et vous serez d'accord avec moi, sans rendre hommage aux fondateurs du Salon du Livre et à tous ceux qui ont participé à son développement au point d'installer une véritable tradition littéraire ici à Osgore. Je ne citerai pas de nom, bien entendu, car je crois savoir que les revendications sont plurielles. Et cela m'évitera d'attribuer à l'un ce qui revient à l'autre et de relancer ainsi un vieux débat. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas eu en 2020 de salon. J'espère que cette année, nous pourrons à nouveau ouvrir les portes pour une 23e édition qui s'annonce très riche, puisque l'histoire se rappelle à nous très fortement cette année avec différents anniversaires. Il y a Napoléon, Baudelaire, la Commune, etc. etc. J'en passe, ce qui nous promet dans tous les cas de très beaux débats. Alors le budget, puisque ça nous intéresse, ce budget, il est en légère hausse, il est à 111 500 € contre 101 110 dans le budget prévisionnel 2020. Cela devrait nous permettre, donc c'est une légère augmentation de 10 000 €, cela devrait nous permettre d'amplifier le rayonnement du salon en adoptant une stratégie que l'on veut un peu différente. En clair, il s'agit de professionnaliser le salon. Et pour éviter toute interprétation de mon propos, je précise que professionnaliser, c'est avant tout respecter quelques règles qui nous permettront d'obtenir des subventions qui nous échappaient jusqu'ici. Je pense en particulier au CNL, je pense au département et je pense aussi à la région. Et l'une de ces règles essentielles qui est émise par ces organismes différents et variés, eh bien, c'est tout simplement la rétribution des intervenants. Donc nous allons faire un effort, même si c'est un effort symbolique, nous allons rétribuer ces intervenants, ce qui nous permettra pour l'année prochaine de frapper aux portes et d'obtenir des subventions. Et bien sûr, la finalité étant d'alléger la charge qui pèse sur la municipalité pour organiser ce salon et pour faire rayonner plus fort le salon au niveau du département et au niveau de la région, et pourquoi pas plus. Voilà. Ok, merci Patrice. Y a-t-il des observations? Oui. Madame Monteau? Oui. Bon, moi je pense qu'on ne peut que se réjouir de constater que le Salon du Livre, effectivement, sera doté d'un budget conséquent qui permettra, comme vient de le souligner M. Biancone, de rétribuer, selon les recommandations du CNL, les différents intervenants. Et cela nous permettra aussi d'offrir au public, je crois, un salon digne de ce nom, une belle manifestation, ce que nous souhaitons tous, bien évidemment. Je pense qu'il est intéressant aussi de voir la direction qui est prise avec les nouveautés. Donc tout cela, c'est très positif. Moi, j'ai un petit regret malgré tout. Alors, ça ne concerne pas le budget. Ça concerne le prix de la nouvelle. Traditionnellement, alors pardonnez-moi, je suis peut-être un peu ringarde, on avait choisi d'ancrer ce prix de la nouvelle dans notre territoire landais. Or, cette référence a disparu, donc je ne remets pas en cause le choix du jury qui est souverain, bien entendu, mais je trouve ça peut-être quand même regrettable. C'est vrai qu'on avait plaisir à retrouver notre territoire à travers des descriptions faites par les différents participants, oui. Et donc voilà, j'ai quand même un regret par rapport à ça. Je comprends parfaitement ce point de vue. Malheureusement, si on reste dans les frontières des Landes, on aura du mal à attraper la région et d'autres organismes. C'est simplement un problème technique qu'il fallait résoudre. Et nous avons trouvé cette solution. Nous allons voir, c'est un essai, si d'aventure nous n'obtenons pas les résultats escomptés, à ce moment-là, nous pourrons changer de direction. Ça, c'est pas, rien n'est écrit dans le marbre. Pour l'instant. Après, un arrière-plan landais, c'est toujours beau pour nous, lecteurs. Quand Sébastien Japrisot écrit Un long dimanche de fiançailles, il ancre son récit là, près du lac. Bien entendu. Et pourtant, ça a un retentissement national. Donc voilà, moi c'est vrai, c'est mon regret, mais bon,
c'est personnel. Et une hirondelle ne fait Voilà. pas le printemps non plus, si vous voulez. C'est voilà. Oui. Landais un jour, landais toujours, pardonnez-moi. Très Voilà. bien. Très bien. Sur ces dernières paroles, oui, monsieur Barberis. Me revoilà. Voilà. Non, juste une petite question. Budgétairement, le fait qu'on ne soit pas dans la même ligne budgétaire que le budget au niveau du montant, il y a une raison? Non, on est exactement dans le même, Ah oui dans la même ligne. pareil. Oui, Non, Parce c'est- que j'avais noté... Non, c'était de manière globale, je pensais qu'il n'y avait pas le détail. Quel était le montant que vous aviez? Tac. Et où mon montant? Synthèse explicative. Budget prévisionnel. Le voilà. 63 500, j'avais... Alors là, il y a la partie personnel administratif, Oui. qui est sûrement pas effectivement marquée. Ça, c'est dans quel document? Le 63 500, c'était dans le budget du mois dernier. Oui, d'accord. On avait Dans 63 prévisionnel, 500 oui. pour le salon du livre. Oui, alors je pourrais vous transmettre parce qu'il y a un tableau. En réalité, il n'y a pas un budget propre Salon du Livre. Enfin, Il y si, avait c'est la le ligne tableau. salon du livre 63 500. C'était Pardon marqué, c'était la ligne qui était marquée fléchée. Oui, mais en réalité, il y a d'autres coûts qui sont affectés à d'autres budgets, typiquement à la communication, et qu'on réaffecte sur l'événement pur Salon du Livre. Je vais compléter. Oui, mais du coup, on est Je vais en compléter. dessous. Non, je vais compléter. C'est du contrôle de gestion pur. C'est On a, un budget on a un budget artistique, un budget technique, un budget communication qui n'est pas à l'intérieur, qui est en plus, et un budget administratif qui est en plus. Et tout ça fait 111 500 euros. Oui, Le budget prévisionnel pour cette manifestation est décortiqué de cette façon-là. Budget artistique 47 500, budget technique 23 200, communication 18 100, frais administratifs 24 500. Oui. Après, moi, simplement, dans le budget, on avait marqué 63 500 de budget sur le salon du livre. C'était fléché comme ça. Là, si j'enlève le Et personnel administratif... on rajoute ce que je viens de te dire qui fait le complément. Non, Les mais 63 000. Non, mais justement, on est, Voilà. on est 63 500, je veux dire, on est au-dessus de ce qui est marqué dans ce tableau-là. C'est ça. Non. Puisque si on rajoute le personnel administratif à 21 500, plus les 63 500, on dépasse les 79 500 qui sont marqués dans le tableau. Donc, ce que je veux dire, non, après, c'est pas un problème. C'est peut-être parce qu'on demande des subventions que du coup, on a une petite baisse d'autofinancement. Les Il y a subventions, peut-être des raisons très techniques. C'est les tout. subventions viennent du département, max et région, Oui, et là, c'est des demandes de subventions qu'on fait. On est d'accord. spécifiques pour l'événement. C'est le but de la délibération aujourd'hui. Absolument. Voilà, donc si on ne les obtient pas, on augmentera un peu, mais les lignes budgétaires le permettent. prévu. Le personnel administratif à 21 500 n'est pas intégré dans les 61 000. non. Voilà, Typiquement, 63 500. le budget Salon du Livre, pour être clair, il n'est pas en lecture directe dans le budget provisionnel. Déjà, c'est le premier point. Donc il faut... D'accord. Mais à part qu'on a mis une ligne, c'est pour ça que je voulais savoir comment était. Oui, parce que cette ligne, elle reflète une partie pure et dure Salon du Livre, mais il y a d'autres coûts qui sont affectés dans d'autres points et qu'il faut agréger pour obtenir le vrai Oui, montant et le coût du Salon du Livre. Ça, c'est le premier point. Donc, regarder le budget prévisionnel et s'apercevoir que le montant n'est pas le même, c'est normal. On ne l'a pas en lecture directe. Deuxième point, sur les frais de personnel, effectivement, les 21 500, ils ne sont pas compris dans les 63 000, donc il faut les ajouter. Et sur le reste, où est-ce qu'il y a des écarts sur Mais les... le fait qu'on mette. Oui. On ne va pas y passer 2 heures, je pense qu'on pourra se voir pour parler de ça, c'est pas un problème, on va avoir le budget à part. Mais quand on a 63 500 de lignes budgétaires qui sont programmées au budget, où les 21 500 ne sont pas prévus dans ces 63 500, on est d'accord? Donc ça fait bien, du coup, 85 000 euros que la commune va mettre sur ce... Et on retrouve 79 000 ici dans ce tableau-là. Donc on a bien un écart où on a prévu plus que ce qu'on prévoit dans ce tableau. Ça peut s'expliquer sur des baisses de subventions, des subventions qu'on n'aurait pas, par exemple. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, il y a un écart entre ce qu'on a voté le mois dernier et ce tableau-là qu'on présente. Alors c'est des demandes de subventions. On peut prétendre peut-être à des montants inférieurs, je ne sais pas. Ou en tout cas, on n'est pas sûr de ces montants-là. Ok, alors pour moi il n'y a pas de delta, mais on peut s'en Ok. parler à tête reposée et Pas de problème. reprendre tous les chiffres. Mais il n'y a pas de delta. Et avec grand plaisir, on le reprendra. Très bien, on va passer au vote. Donc, est-ce que vous approuvez ce budget prévisionnel pour 2021 concernant le Salon du Livre? Qui est pour? Je vous remercie. On passe au tableau des effectifs. Alors, je souhaite vous apporter quelques précisions sur le tableau. Lorsqu'on reprend le tableau, on a voulu, et nous avons voulu, et en accord avec le centre
de gestion, puisqu'on a fait ça avec leur appui, mettre correctement à jour le tableau des effectifs. Il n'était pas conforme et légal jusque-là sur certains postes. Et en effet, le poste de DGS en emploi fonctionnel n'apparaissait pas, et cela depuis très longtemps. Nous avons aussi mis dans les effectifs des contrats qui sont signés pour 3 ans, pour un adjoint technique, un contrat de 3 heures pour le nettoyage de l'église, là aussi ce n'était pas mentionné, et idem pour un agent social qui sur 20 heures fait le portage des repas. Encore un oubli qui bien entendu donne une forme d'alourdissement du tableau, mais je vais vous expliquer plus en détail derrière. Le poste supplémentaire d'un ingénieur principal a été ouvert donc pour recevoir et accueillir le nouveau DGS, puisque c'était son grade. Et comme nous avions ouvert dans le conseil municipal précédent des postes comme attaché principal et attaché hors classe, nous ne savions pas qui nous allions recruter. Donc ces postes-là sortiront au prochain, ce qui fait 3 postes de moins. Alors même si on m'a dit qu'on pouvait les enlever auparavant, je préférais vous l'expliquer et ne pas les faire sauter sans explication. Il nous reste aussi dans le tableau à ce jour l'ancien poste, le poste de l'ancien DGS que nous devons garder tant que la commune qui l'a reçu n'a pas fait son ouverture de poste et normalement elle sort des effectifs au 4 mai. Enfin, on a le poste de péricultrice hors classe pour la nouvelle directrice de crèche. Et donc nous devrions, avec toute cette manipulation, retomber à un chiffre de 92 quand tout cela sera fait, sachant que vous avez le DGS emploi fonctionnel qui est obligatoire. Donc voilà. Je vous fais juste remarquer que nous avons voulu avec le centre de gestion, faire les choses correctement. Et grâce au service RH et grâce au CDG, nous voilà donc dans les règles. Y a-t-il des observations? On va passer au vote. Approuvez-vous ce tableau? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, on passe au point numéro 3, qui est la modification des APCP. Et je passe la main à Édouard Dupouille, qui va vous expliquer tout ça. Merci, monsieur le maire. Les APCP, on en avait parlé lors du dernier conseil municipal au moment de voter le budget. Il y a eu quelques ajustements de fait. Le premier qui concerne les vestiaires du rugby, puisque le choix à ce stade de la municipalité, ce n'est pas de réinvestir dans la reconstruction de tribunes, pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est un montant important. Je crois qu'on parlait de 700 000 euros, et puis qu'en face, nous n'avons pas à ce stade, peut-être à l'avenir, mais un projet pertinent qui permettrait d'aller dans ce sens-là. Le but, c'est pas d'investir et de refaire des tribunes juste pour les refaire. Il faut qu'il y ait vraiment un projet à long terme derrière, et à ce stade, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc l'optique et le choix qui a été fait sur cette année, c'est de continuer à louer, donc c'est une location qui coûte 15 000 euros, des tribunes qui sont en Algeco, tout simplement. Voilà, d'où cet ajustement sur le tableau des APCP, qui fait état d'un budget qui a ramené à 15 000 euros sur 2021. Ensuite, il y a 2 points qui ont été évoqués précédemment par monsieur le maire, qui ont été ajoutés dans ces projets-là, qui concernent la voirie, en premier lieu, qui a été augmentée de 180 000 euros, donc ce qui fait un budget global de travaux de 540 000 euros. Et enfin, un grand projet de travaux pour tout ce qui concerne le domaine pluvial, si je puis dire, avec un budget de 360 000 euros. Et ça fait le lien avec ce qu'a dit monsieur le maire précédemment. Est-ce qu'il y a des questions? Je rajouterai juste une chose, c'est que les 2 derniers marchés dont on vient de parler, voirie et fluvial, que nous n'avions pas prévu à cette hauteur-là, et je pense qu'Alain Clévry pourrait éventuellement le souligner, la saison des pluies très fortes nous ont donc amené à faire cette décision-là, et on souhaite investir massivement
pour ne plus revivre ce qui a été vécu dernièrement. Et je pense que c'est vraiment notre devoir de le faire. Voilà. On va passer au vote. Alors, est-ce que vous approuvez ces modifications? Qui est pour? Merci. Point numéro 4. Alors, celui-là va être très rapide puisqu'on ne va pas le voter, on ne va pas le passer. Et je vous explique pourquoi. On ne va pas l'étudier ce soir, car entre le moment où nous avons bâti la commission générale et l'ordre du jour, et la date du conseil, les domaines que nous avions déjà sollicités reviennent fin du mois faire une nouvelle évaluation de ce bien. Et donc de ce fait, nous verrons à la suite de leur estimation la décision que nous prendrons sur ce sujet pour le bien de la commune. Et nous en parlerons tous ensemble, que ce soit en commission urbaine mais aussi en commission générale, pour se positionner si positionnement il y a. Donc le point numéro 4 est retiré et on passe directement au point numéro 5 qui est GEMAPI PLUI. Alors avant d'approuver ces deux dispositifs, je souhaite juste vous donner quelques précisions. GEMAPI, qu'est-ce que c'est? Pour les néophytes ou ceux qui ne savent pas, ou ceux qui nous écoutent, la communauté de communes a transféré la gestion des milieux aquatiques, et ça fait partie d'un article item 1, 2 et 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement aux 3 syndicats mixtes des rivières, syndicat mixte des rivières Côte-Sud, celui du Marensin et Borne, et celui du Bas-Adour maritime. Un des syndicats a la gestion, en ce qui nous concerne, des cours d'eau Bourré, Bodigo, et notre commune, au même titre que les autres, participe à leur fonctionnement. Et notre financement est calculé en fonction de 4 critères: la superficie du bassin versant, les itinéraires des cours d'eau principaux, la population, les GF rapportés au bassin versant, le potentiel fiscal, et cela nous coûte dans l'année, et va nous coûter dans l'année 14 478,05 contre 11 738 en année 1. Concernant la convention du PLUI, on doit voter la participation de notre commune à la réorganisation du service affecté à l'exercice du PLUI. En effet, notre évaluation des charges avant le PLUI était auprès de Max de 13 636,18. Cela était notre participation aux modifications du PLU et à l'élaboration du PLUI, qui a été bouclée en février 2020. Et après les derniers calculs, notre participation au titre de 2021 est de 13 696,26, ce qui est minime. Je tiens à souligner que nous avons effectivement envoyé tardivement ces chiffres pour certains, puisque j'ai eu cette réflexion-là, mais nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous Henri Armeil, qui est membre de la commission du CLET, et qui peut nous éclairer sur le sujet. J'aimerais bien, monsieur Henri Armeil, que tu nous informes là-dessus. Bonsoir à tous. Non, juste pour vous dire effectivement que les choses bougent rapidement. Nous avions une réunion mardi soir de la CLECT, donc c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Et c'est important puisque effectivement, je vous en ai fait part cet après-midi en disant qu'il faut que vous ayez tous un degré d'information et que vous ayez tous le même. Donc je n'ai pas eu le compte-rendu depuis mardi soir, c'est bien dommage, et j'aurai l'occasion de vous le transmettre. Alors les lignes bougent dans le sens où effectivement nous avions une discussion qui était sur l'application des droits de sol. Et cette application des droits de sol qui est demandée au niveau des communes, nous n'avons peut-être pas eu ce débat. Il y avait également la création du service commun d'économie de flux. Ça, c'est pour se mettre effectivement mutualisé au niveau des flux pour la gestion. Donc ça, je pense que ça ne demande pas un grand débat. Et surtout, il y avait un débat qui était intéressant, qui a été apporté donc, à la connaissance des élus qui font partie de cette commission. C'est effectivement entre la conformité et la police de l'urbanisme. Et ça, j'ai découvert effectivement qu'il y a 3 communes qui n'ont pas demandé, et pourtant on a tous été interrogés à l'époque, pour savoir effectivement nos besoins. Je ne vais pas nommer Azur et Messanges, me semble-t-il de mémoire, et Source-Segor. Et j'avais cette réflexion-là en sortant de la CLECT en me disant qu'effectivement, nous avons une proposition qui est faite donc dans ce cadre des attributions de compensation qui nous est proposée
Et ça serait bien d'avoir cette réflexion entre nous, de savoir à partir du moment où ça existe et que c'est mutualisé au niveau de Max, pourquoi effectivement faire un doublon, puisque nous avons déjà toutes les grosses communes qui ont un taux, je vais dire, de travail sur le plan d'urbanisme, peut-être même plus élevé que nous au niveau des dossiers, entre Seignos et Cap-Breton, je crois qu'on arrive en 3e position sur Max. Je pense qu'on avait effectivement le droit d'informer tous nos élus et de leur expliquer qu'on a peut-être recours à cette possibilité-là et que ça serait dommage de s'en priver. Voilà, c'est pour ça que mon intervention cet après-midi était de vous dire, alors est-ce qu'on ne prend pas le temps de revoir un peu la copie, de réfléchir, ou d'emblée on vote effectivement l'application qui a été faite, qui a été votée d'abord en conseil communautaire, et vous avez tout à fait raison, qui était plus effectivement l'attribution de compensation pour l'année à venir. Mais là, les choses bougent, les lignes bougent, et c'est intéressant de vous en faire part. Je vais juste répondre à ça. La gestion du flux, on a adhéré à cela. Bon. En ce qui concerne la police urbaine, compte tenu du fait qu'on était passé sur un recrutement en interne, il nous paraissait, compte tenu de ce qu'il proposait, puisqu'il propose que 17 jours, je crois, ou 15 jours, ce qui n'était pas énorme, on considère à ce moment-là, compte tenu de ce qu'il proposait, de ne pas l'adhérer. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas adhéré. Alors, je peux vous sortir les chiffres. Je crois que certaines communes ont demandé plus de 30 jours, d'autres 25. Mais peu importe, chaque commune, en fait, répondait à ses besoins. Oui. Donc, c'est un peu dommage. Alors, je pense que ça nous a été on s'est présenté. privé peut-être effectivement de cette réflexion. La police urbaine nous a été présentée au Conseil des maires. Et on avait déjà acté le fait qu'on voulait avoir quelqu'un qui s'occupe de la police urbaine chez nous, pour toutes les raisons que l'on connaît et pour lesquelles on ne va pas redébattre aussi. Donc, c'est pour ça que, en fait, on n'a pas adhéré à ce plan-là. Par contre, on écoute et on a donc adhéré à la gestion des flux parce que ça nous paraissait intéressant. Et sur cette partie, on ne l'a pas fait. Ce qui est surtout important pour ce soir, c'est juste de voter les investissements que l'on fait au travers des syndicats et le renflouement de ce que l'on fait parce que le syndicat n'a pas de recette. La seule recette qu'ils perçoivent, ce sont les communes qui les donnent. Et il fallait pour le PLU avoir un réajustement, c'est de 60 €, donc ça ne me paraissait pas. C'est pour ça que je vous ai répondu négativement à ne pas le faire, à ne pas le voter. Mais avec toutes ces explications, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde. La Max nous propose des choses dans lesquelles on peut ou pas adhérer. Il y a des choses intéressantes et il y a des choses sur lesquelles, quand on est seul, ou quand on a les moyens de pouvoir le faire, il nous paraissait intelligent de le garder. Voilà. Lionel ? Merci. Ce n'est pas un petit sujet qu'au-delà même le PLUI, le GEMAPI, gestion de milieu aquatique et prévention des inondations, nous sommes concernés au premier chef à Sorts-Segor. Et c'est un sujet qui, depuis 3 ans, a été transféré. Le transfert de compétences a eu lieu à Max. Je l'ai expliqué juste avant. C'est un sujet qui, de toute façon, peut aussi entraîner derrière une taxe supplémentaire, qui est la taxe GEMAPI, qui peut aller jusqu'à 40 € par habitant. Absolument. Par habitant, pas par Absolument. foyer. Elle n'est pas encore votée. Les conséquences, non, elle n'est pas votée. Par contre, il y a quand même une réflexion de savoir si on doit la voter ou pas la voter. Alors, en tant qu'élu, on va être sollicité là-dessus. Lionel, c'est la communauté de communes qui risque de la proposer, et donc de ce fait, ça peut aller jusqu'à 40 €. Oui, c'est maximum 40 €. Mais par habitant. Oui, oui. Ce qui veut dire qu'en fonction des foyers fiscaux, en fonction vous doutez bien que les habitants de Sorts-Segor seront les premiers concernés et sûrement les plus touchés. Absolument, mais c'est la raison pour laquelle, quand Henri a pris cette commission-là, sa mission, et il le sait, c'est de faire le maximum pour qu'on n'ait pas cette taxe GEMAPI, même si l'intention est peut-être de la mettre. Alors, l'intention de la mettre, apparemment, je suis allé à l'atelier administration générale et pour l'instant, finances. il n'y est pas. Où effectivement il nous a été expliqué un peu ces différentes choses, et notamment le fait que cette taxe ne serait mise que pour les travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus pour d'autres choses que ce qui est mis en place dans le transfert de compétences. Si ce n'est que ce transfert de compétences qui a eu lieu il y a 3 ans, il demande quand même d'avoir un service calibré en face pour supporter la compétence transférée, à savoir que c'est quand même la gestion de toutes les digues du territoire, de tous les endroits qui sont des milieux sensibles, naturels, etc. Et on est aujourd'hui face à une compétence qui n'est pas exercée correctement par l'intercommunalité. Puisque certes, il y a une convention qui lie les communes à l'intercommunalité pour qu'on puisse continuer, chaque commune, à gérer les compétences qu'on avait en 2018, mais en réalité, la compétence est transférée. Donc il est quand même temps que l'intercommunalité se saisisse du sujet, qu'elle organise un service qui soit correctement calibré pour gérer GEMAPI. Oui. Mais forcément, en disant ça, on va nous dire, oui, puisqu'on va devoir avoir un service calibré, on va devoir mettre une taxe en face. Et ça,
si vous voulez, la démarche est un peu facile. Parce qu'on revient sur la maîtrise budgétaire. J'estime que, pour le coup, on revient sur ce qu'on dit depuis le départ. La maîtrise budgétaire, elle nous revient à nous élus parce que ça impacte les impôts des citoyens et qu'on devra faire peut-être plus des choix politiques de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas que de dire on rajoute une taxe par-dessus. Enfin, c'est quand même quelque chose qui... C'est facile, quoi. Oui, mais c'est un débat communautaire. La responsabilité de nous élus, c'est justement de porter quelque part. Je suis d'accord avec toi. C'est très important. C'est un débat communautaire dans lequel on est trois à être impliqués, Maël, Henri et moi-même. C'est un sujet qu'on regarde avec attention. On est souvent interrogé là-dessus, et que ce soit dans les commissions dans lesquelles Henri siège ou éventuellement dans celle dans laquelle on est, Lionel et moi-même, mais aussi dans les conseils des maires, on nous parle de cette éventualité de taxes qui risque d'être mise en place. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais par contre, il faut être très vigilant, et il est vrai que avoir une taxe supplémentaire pourrait nous pénaliser. Oui, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver l'entretien notamment du canal, on va retrouver le port, enfin le canal, le Boucaro qui amène à l'océan. On retrouve toutes ces choses-là dans GEMAPI. C'est-à-dire qu'il faut tenir les digues, et ça tient notamment, après derrière, c'est l'enjeu pour tous les risques d'inondation qu'on peut avoir pour les habitations. Donc il y a une règle, il y a quelque chose de très important, il y a des sommes qui sont prévues et budgétées qui sont très très importantes, mais aujourd'hui il n'y a pas de service pour gérer ça. Et quand on va vouloir mettre ce service en place, on va nous dire on va mettre une taxe. Donc je pense que c'est la responsabilité aussi de l'intercommunalité d'organiser ça avec les moyens qu'on leur a donnés pour le faire, et pas forcément de rajouter une taxe pour le faire. Absolument. Mais on est tout à fait d'accord. Oui, Henri. Juste pour clôturer, pour dire qu'effectivement cette taxe, je pense qu'elle est déjà dans les cartons et bien préparée. C'est ce que l'on entend, et vous le verrez, je peux me tromper, mais je suis convaincu qu'il y aura une énième colonne après la taxe sur les prélèvements des ordures ménagères. Vous aurez la taxe GEMAPI, c'est déjà dans les cartons. Et là, ça sera compliqué pour nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes effectivement en première ligne. J'ai envie de dire que le risque d'inondation, nous l'avons. Nous le subissons. Seignos peut-être un peu moins, on l'a vu avec le PPRL, Cabreton autant, et certaines communes comme Orx et autres. Donc on va demander une solidarité aux 23 communes de payer cette taxe pour finalement quelques communes du bord de mer, du littoral. Donc notre position va être compliquée. C'est évident, cet argent va servir certainement plus pour le bord de mer, pour effectivement... Il faut l'espérer. Et donc, on va nous servir. Et on va entendre les petites communes, et je les entends, ils auront raison de nous dire, mais attendez, on est en train, par solidarité, d'avoir effectivement... C'est le principe. Donc c'est de l'EPCI. Et il va falloir être fort, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se voit déjà avant, tous ensemble, pour dire effectivement qu'est-ce que l'on veut au niveau de la commune. Et la solidarité, je l'entends bien, mais avant de la réclamer aux 22 autres communes, il faut que nous ayons effectivement une ligne de conduite qui soit irréprochable. Donc c'est un sujet très important pour l'avenir de notre commune, et surtout pour les finances également. Ça, c'est évident. On en est conscient, et je pense que c'est un sujet dont on va reparler prochainement. Juste une question. Allez-y, si c'est pas long. On a déjà perdu 30 secondes. Non, c'est pas long. Non, quand je suis arrivé ici, j'entendais Max. Oui. À tel point que j'ai cru que c'était un agent ou un employé de la mairie. Bon. Donc j'ai regardé un peu, et j'ai une question toute simple. Est-ce que Max est une obligation, ou est-ce que c'est un panier dans lequel on choisit ce dont on a besoin, nos communes? Alors, on va faire un cours. C'est fini. Est-ce qu'on a un contrat qui nous contraint à prendre tout le panier, ou est-ce qu'on a la possibilité, si on a ce contrat, est-ce qu'on peut en sortir, et comment? Et si oui, est-ce qu'on a la possibilité d'aller choisir chez Max ce dont on a besoin? Voilà, la question vous parle. C'est pas un supermarché. Et je suppose que la réponse sera intelligente. Ce n'est pas un supermarché dans lequel on choisit les rayons et les différents produits dont on a besoin. Lorsque les 23 communes ont adhéré, c'était donc pour essayer de faire des économies d'échelle sur certains marchés, entre autres. C'est pour avoir une politique de territoire, que ce soit en termes culturels, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes d'office, de tourisme, même si nous ne sommes pas du tout à l'intérieur. C'est de la mutualisation. Donc on n'a pas
il est difficile pour nous de sortir de ce concept-là, et c'est impossible. C'est impossible. Alors c'est pas impossible. Ça demanderait juridiquement de faire des. Et c'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est de profiter de la mutualisation et des propositions qui nous ont faites et qui sont faites à travers de la communauté de communes. Et comme on l'a souligné, il y en a certaines propositions dans lesquelles nous pouvons adhérer et qui sont avantageuses pour notre commune. Et si nous considérons, lorsqu'ils nous proposent certaines choses, que ce n'est pas bon pour nous, nous ne sommes pas obligés. Sur certaines choses, comme qui sont bien définies, comme la police de l'urbain, comme la gestion des flux, comme d'autres choses. Mais par contre, les compétences voirie, par exemple, on ne peut pas sortir, c'est la compétence de la communauté de communes. L'entretien aussi. Voilà. Ok. Merci, c'est d'autant plus clair que la réponse a été plus longue que la question. Bon, on va quand même passer au vote pour ces deux budgets, s'il vous plaît. Est-ce que vous approuvez cette décision et qui est pour? Très bien, je vous remercie. On passe au point numéro 6, qui est la convention EPFL 2020. Alors cette convention, elle est basée sur le produit moyen des droits de mutation sur les 3 dernières années, qui était d'1 222 098 pour être exact, que nous percevons. Et suivant les calculs de Max, il y a 8% de ces droits qui sont versés par Max à l'EPFL, soit 97 768, et nous versons 2,67 sur cette moyenne qui a été faite, qui est de 32 589 €. Donc nous allons donc régler cette somme sur cette base et sur les accords de cette convention. Ce soir, on doit passer cette convention, cette décision de convention, et est-ce que vous m'autorisez donc à la signer si vous n'avez pas d'observation? Qui est pour? Très bien, je vous remercie. On passe aux affaires générales. Donc la modification de la libération du 8 mars 2018. En fait, il convient juste de rectifier le nom du propriétaire de cette parcelle, AP14, car en date du conseil municipal du 8 mars 2018, la commune a acquis pour l'euro symbolique une parcelle dont le projet d'aménagement du parc d'activités de Paix de Mer, c'était pour cet aménagement-là, et notamment la réalisation de parkings et de voies piétonnes. Il avait été noté que la parcelle dont nous parlons, AP4, a été notée au nom de Bud Racing, mais en fait, elle appartient à la SCI des Sables de Paix de Mer. C'est donc juste une modification afin d'être dans la légalité des enregistrements. Est-ce qu'il y a des observations? Donc, est-ce que vous approuvez cette modification et décision et qui est pour? Très bien. Je vous remercie. Donc, avant de passer aux 4 points suivants, qui sont très importants, je souhaite vous apporter quelques précisions. Alors, ceci complète déjà le dispositif que nous avions évoqué lors du dernier conseil avec le plan plage, et c'est dans la même lignée de ce que nous souhaitons faire. Les décisions que nous allons prendre sur ces articles-là sont importants. C'est un projet municipal qui amène notre commune vers une responsabilité citoyenne. J'insiste sur le mot projet municipal car, d'abord, parce que c'est une volonté globale des équipes qui avaient dans ces projets de campagne, si on revient à la campagne, cette thématique, mais enfin, par la voix d'Emmanuel, qui est, à mon avis, la plus légitime à porter cette partie. Elle est d'abord compétente, mais elle sera aussi aidée, bien entendu, par d'autres membres, comme Mathilde, Elsa, et par Julien Lalanne, qui sont très impliqués dans cette orientation. Les thèmes que nous allons aborder ce soir sont importants et conditionnent l'orientation environnementale que nous voulons mettre en place pour l'avenir de notre commune. Emmanuel, c'est à toi. Alors, oui, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Donc, on passe au point 8 Numéro 8, qui est la démarche
La qualité tourisme. Exactement. Donc, il faut savoir là pour cette démarche-là qui va concerner les 7 postes de secours de la commune, c'est vraiment une première en France qui a été initiée en partenariat avec le SMGBL, donc le syndicat mixte de gestion de baignade landaise, et le comité départemental du tourisme des Landes, qui sont entendus sur la rédaction d'un référentiel spécifique aux plages à exode de baignade. L'objectif est d'attribuer la marque au poste de secours et il faut savoir que la plupart des communes du SMGBL sont déjà parties dans cette démarche-là. Donc qualité tourisme, vous avez certainement entendu parler parce que l'Office de tourisme notamment a été à nouveau audité et a récupéré encore pour 5 ans cette marque. On en a parlé au dernier conseil. On a pas mal d'écoles de surf aussi, de professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et d'agences immobilières ou même des écoles de surf qui ont obtenu cette marque. C'est un gage de qualité et qui est développé par la Direction générale des entreprises à destination des professionnels dans le but d'améliorer les conditions d'accueil notamment. Donc en fait, par rapport aux 7 postes de secours qui sont engagés, il y a un double objectif, c'est à la fois donc, de professionnaliser encore plus les nageurs sauveteurs et d'améliorer les conditions d'accueil sur nos plages, notamment à travers des actions de prévention et de sensibilisation, à la fois au grand public et aussi avec la mise en place de projets pédagogiques avec nos 2 écoles de la commune. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations? D'autres commentaires? Donc, on va passer au vote. Est-ce que vous approuvez donc cette démarche? Qui est pour? Merci. On passe au point numéro 9, qui est la plage sans tabac. Donc, je laisse de nouveau la parole à Emmanuel. Oui. Alors, donc voilà, c'est encore une action dans laquelle la commune s'engage. Il faut savoir que donc, le mégot est en passe de devenir le détritus le plus répandu sur les plages et qui peuvent polluer donc, jusqu'à 500 litres d'eau et mettre plus de 12 ans à se dégrader. Donc, face à cette situation, la commune a déjà mis en place des actions de sensibilisation. Là, on essaye d'aller encore plus loin en mettant en place donc 2 plages sans tabac cet été. La plage sud, donc une plage océane, et une plage lacustre avec la plage du parc. D'accord, au lac. Ceci dans un double objectif, la lutte contre la pollution bien sûr, et offrir à nos plages qui sont très familiales, c'est pour ça qu'on a choisi ces 2 plages-là, la sud et celle du parc au lac, un espace où le tabac est dénormalisé. Je rajouterai qu'on a accompagné donc sur cette démarche avec la Ligue contre le cancer, avec laquelle on va passer une convention, avec l'accent qui sera mis bien sûr sur de la sensibilisation et sur de la pédagogie. Voilà. On a déjà des actions qui sont mises en place et qui sont en projet avec les écoles, mais aussi avec les associations sportives comme le Osgore Sauvetage Côtier ou le Osgore Surf Club. Donc c'est une démarche sur laquelle la commune et toute l'équipe municipale tient. Et on va également, du coup, pour s'appuyer sur cette action, mettre en place des collecteurs de mégots qui seront disposés à l'entrée de chaque plage et la mise en place d'un arrêté municipal afin de réglementer ces usages-là. Non, c'est une plage sans mégots. Non fumeur, non fumeur, non fumeur. Après, la liberté de chacun. Oui. Ce seront 2 plages non fumeurs, c'est un test également. Il y a déjà des communes qui sont engagées sur cette démarche-là, comme Cabreton avec la plage du Prévent. Donc là, c'est pour ça qu'on a voulu essayer de tester cette démarche à la fois sur une plage océane et une plage lacustre pour pouvoir dresser un bilan à la fin de la saison. Et on a choisi 2 plages familiales justement afin de préserver les jeunes générations. Toute la plage sud est concernée, c'est ça? Plage sud, pas centrale. Plage sud. Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Exactement. Toute la plage non fumeur, donc Tout à plage fait. sud. Après, on va, pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, on va encore plus loin dans le concept, puisque tu parlais de réceptacles et autres. On va en mettre aussi dans la ville. On va essayer de pousser ce concept-là. Pour les mégots. Pour mettre les mégots, oui. Pour mettre les mégots. Et en il y fait, avait aussi, ça, on va les valoriser, puisqu'on passe un accord avec. Alors là, on passe un accord avec la Ligue contre le cancer. Il y avait ça au CUNU déjà, à la plage des Cunuts. Oui, tout à fait. Mais là, on refait cette année, l'opération en mettant en place des cendriers, des réceptacles
pour récupérer les mégots qu'on va valoriser avec le sitcom, et on verra à la fin de la saison ce que ça représente, puisqu'on a décidé de le faire, de les stocker sur notre service technique et ensuite de les valoriser avec sitcom. Donc on est dans un processus, je dirais, responsable au niveau de l'environnement. Voilà. L'idée est vraiment d'anticiper aussi avant la saison, au vu de la saison estivale passée, pour qu'on essaye quand même de réduire drastiquement aussi les déchets sur nos plages. Il y aura un contrôle qui sera exercé précis. Il y aura un arrêté municipal. C'est l'arrêté municipal qui va faire ça. Très bien, on va passer au vote. Est-ce que vous approuvez cette convention et cette proposition? Donc qui est pour? C'est fini pour toi. Merci beaucoup. On va passer au point numéro 10, qui est la charte sans déchets plastiques. Oui, alors toujours dans l'idée de mettre des actions en place sur ce domaine environnemental, avec l'aide donc de Julien Lalanne, on a émis l'idée donc de s'engager dans cette charte donc plage sans déchets plastiques, qui est initiée par le ministère de l'écologie dans son plan de protection de la biodiversité, qui fixe à 2025 un objectif à 0% plastique rejeté dans l'océan. À l'heure actuelle, il faut savoir que 80% des déchets plastiques qui sont retrouvés dans l'océan proviennent de terre. Et on ne voit que la face émergée de l'iceberg, car 70% de ces déchets-là restent au fond, au niveau des sols marins, et seulement 15% viennent se déposer sur le littoral, et 15% restent en flottaison. Voilà. Donc il est temps qu'on agisse. Cette charte propose donc aux communes de s'engager sur 3 thématiques, à la fois la sensibilisation, la prévention et le ramassage raisonné avec le tri. On a 15 engagements qui sont proposés sur 3 paliers d'engagement, soit plus de 5 engagements, soit plus de 10, soit les 15. On avait déjà des actions qui étaient mises en place, et grâce donc justement à la démarche qualité tourisme et après ensuite avec plan plage, on va pouvoir s'engager sur 11 engagements dès cette année. Donc c'est pour ça qu'on souhaite donc s'engager sur cette charte-là. Je peux vous lister les 11 engagements qui sont la sensibilisation sur les déchets, à travers notamment la campagne contre les mégots, l'information des usagers sur les points de tri, avec l'application OpenStreetMap, notamment le site internet, la sensibilisation des scolaires, avec les chantiers citoyens, la visite des postes de secours, les événements divers, la mobilisation des commerçants, avec le cahier des charges des concessions notamment, les fontaines à eau à l'entrée des plages, la valorisation des restaurateurs qui proposent des alternatives, la promotion de l'utilisation de matériaux durables, notamment toujours au niveau des concessions, la mise en place d'actions citoyennes comme les chantiers citoyens et le ramassage citoyen, l'équipement des plages de poubelles avec couvercle, notamment pour les plages comme la Sud, parce qu'après pour les autres plages on va rester sans poubelle pour les plages océanes, la fréquence de ramassage des poubelles qui vont être adaptées à la fréquentation et la formation du personnel au ramassage manuel. Voilà, donc ce sont ces 11 engagements, il nous en manquera 4 donc. Et il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, tous les déchets littoraux ramassés par la commune sont triés et sont traités par la COVED notamment, et donc sont valorisés à 100%, soit énergétiquement parlant, soit en termes de matière. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours de s'améliorer chaque année et d'enclencher en tout cas des processus et de faire le bilan à chaque fois pour essayer de monter en puissance. Très bien. En tout cas dans ce domaine-là. Très bien. Oui. Juste faire un commentaire, remercier bien sûr Manu et tous les élus et toute l'équipe qui met en place effectivement ce volet environnemental qui est capital pour notre commune. On veut d'un tourisme, encore une fois, choisi et non pas imposé, et surtout d'un tourisme vert. Les actions, on ne va pas revenir sur le passé, avaient été déjà mises en place entre les mégots effectivement récupérés par les cendriers de plage. Nous avions retiré les poubelles effectivement des plages également. Le plus important me semble-t-il, et je vous pose la question, mais je pense que ça a été bien sûr acté, encore une fois, c'est faire de la prévention, trier, collecter, recycler. C'est vraiment un engagement que nous devons prendre en tant que commune et c'est fait. Donc je m'en félicite et je vous félicite tous. Maintenant, c'est l'information, c'est-à-dire la pédagogie. Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire qu'avant l'été, je crois qu'on aura un travail à faire sur expliquer le pourquoi et le comment des choses. Voilà, alors, c'est important. C'est très juste et l'important c'était d'abord d'acter ces actions et je pense que maintenant on va passer dans la phase communication et information.
Oui, bah, Et Emmanuel. je voulais rebondir voilà, sur certains points parce que c'est vrai qu'on pense toujours que la commune ne fait pas grand-chose au niveau environnemental. Et il y a quand même des actions qui ont été mises depuis quelques années et qui ne sont pas assez valorisées et je pense qu'on va être amené à les valoriser, notamment sur notre site internet et après sur les différents réseaux, comme le programme raisonné d'arrosage, comme la rénovation voilà, de l'éclairage public, comme une plantation raisonnée responsable, le zéro pesticide, etc. Il y a déjà des choses qui sont en cours, que Philippe Cyr nous a justement expliqué, qui est agent, qui est responsable de l'environnement. Donc voilà, il faut quand même se féliciter au niveau de la commune qu'il y a déjà des actions et que le but maintenant, chaque année, ça va être de monter en puissance. Et c'est vraiment une stratégie qui est portée par l'ensemble de l'équipe. Et voilà, je pense que c'est important de préciser que c'est non plus une nécessité, mais c'est vraiment un devoir de la commune de s'engager dans cette démarche environnementale. Qu'on va également procéder à un audit interne au sein des services, voilà, de façon également à s'améliorer petit à petit, parce que c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir révolutionner tout, mais en tout cas l'important c'est de enclencher ces démarches-là. Qu'on a déjà amorcé des rencontres avec l'ensemble des associations environnementales qui œuvrent localement, soit à travers des actions de prévention, de sensibilisation, soit qui sont sur le terrain, sur les ramassages de déchets sur les plages. Et je voulais, juste pour finir, préciser que c'est un challenge qui est d'autant plus difficile à l'heure actuelle avec la crise sanitaire en cours, où la nourriture à emporter et les contenants à usage unique sont de mise. Et c'est normal, c'est ce qu'on nous demande, sauf qu'on observe vraiment des mauvaises conduites, notamment par temps de forte affluence, au niveau des poubelles voilà, publiques, mais aussi au niveau des bacs à marée. Oui. Et c'est important de le dire parce que la mairie met en place des actions et je pense que c'est vraiment de la responsabilité de chacun. La mairie ne pourra pas agir seule face à ce défi. Et qu'on appelle donc du coup l'ensemble des habitants, des touristes, mais aussi des professionnels, voilà, de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi du tourisme, à essayer de sensibiliser le plus de personnes possible face à ce défi qui nous concerne tous. Voilà. Très bien, je te remercie. C'est vrai qu'il faut que tout le monde soit responsable de cela. Les bacs à marée, les poubelles qui sont remplies avec ces fameuses pizzas, ces cartons de pizza Exactement. ou autres, sont un vrai fléau. Tu as fait état de la propreté des poubelles et on a engagé un processus dès l'été dernier en faisant passer une deuxième tournée d'agents de la commune pour ramasser et enlever toute cette pollution. Certes, cet été, ça va être un été assez important puisque tous les chiffres nous montrent que la région sera envahie. Donc il va falloir qu'on soit très, très prudent, mais en tout cas très, très à l'écoute et faisons le maximum pour que tous les éléments dont tu viens de parler puissent se réaliser. Donc on a beaucoup de travail, de prévention et d'information sur tous ces sujets-là et il ne faut pas les louper. On va passer au vote. Est-ce que donc vous approuvez cette charte et m'autorisez-vous à la signer? Oui, merci. On va passer donc au point suivant qui est en affaires générales. Ah non, pardon, j'ai oublié un point, c'est la convention d'observation en milieu professionnel des nageurs sauveteurs juniors et c'est Mathilde Vatrou qui prend la parole. Pardon. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une convention signée entre la commune et le club de sauvetage sportif d'Ossegor. C'est une opération qui avait déjà été menée en 2019. L'idée est très simple, c'est un stage d'observation en milieu professionnel de la surveillance des plages pour des jeunes entre 16 et 17 ans qui se prédestinent à la profession de nageur sauveteur. Un minimum de 70 heures d'observation va être demandé en poste de secours sur les mois de juillet et août. La séquence fera l'objet d'un bilan et d'une analyse à la fin de la saison. L'objectif est très simple, c'est de faciliter, comme tous les stages, l'intégration de ces jeunes une fois diplômés dans le milieu professionnel et une fois qu'ils auront atteint l'âge minimum, ils auront déjà eu une expérience professionnelle. Voilà. Ils auront la chance d'observer en fait les différentes phases, donc les entraînements, l'installation du matériel, la surveillance, la prévention,
l'information et les interventions. Je précise quand même qu'il s'agit d'un stage d'observation. En fait, les jeunes pourront participer aux missions courantes, bien évidemment, du poste de secours, comme installer le matériel, par exemple, assister lors des petits actes de secourisme, mais ils ne seront jamais amenés à intervenir avec ou sans l'aide d'autres MNS ou à leur place sur des missions de sauvetage. Un protocole sanitaire sera évidemment mis en place pour s'assurer que les jeunes stagiaires ne soient pas exposés à un risque sanitaire de la Covid-19. Très bien. Ce programme, ça nous permet aussi donc d'avoir des jeunes que nous formons et que nous pouvons fidéliser sur nos postes de secours l'été. Je pense que c'est assez important. Est-ce que vous avez des observations? Juste une question. Il y a un temps limité pour l'été? Non, la formation c'est 16-17 ans, pas plus. 70 heures minimum. Et tu fais ça sur le mois de juillet et août, à 2 reprises ou 3 reprises, et tu les gardes. Et voilà. Tu peux les garder à ce moment-là. On a un candidat. On te fait passer le... On peut passer au vote. Est-ce que vous... Oui? C'est une très très bonne chose, parce qu'effectivement, ça forme nos sauveteurs. Attends, pardon. Allez-y. Juste d'être... Alors, je pense que ça a été prévu, hein, un point de vigilance sur quand c'est vraiment une grosse intervention très difficile et très dure. C'est noté. Hein. Voilà, de faire très attention à écarter ces jeunes plus que de... Voilà, non, mais ça a été dit. Vous n'avez pas écouté, monsieur Barbieri? Si. Vous n'avez pas écouté? Oui, bon. Ça a été mentionné, je suis désolé, monsieur Barbieri. Elle me l'a dit. En Donc, fait, tu veux pas... Ça va être retranscrit comme ça dans le conseil, par écrit, c'est ça? J'avais pas coupé mon micro. Non, mais bon. Bien. Est-ce que vous approuvez cette convention? Qui est pour? Merci. Très bien. Merci Mathilde. On passe aux affaires générales. Donc là, nous allons passer aux 6 prochains articles qui concernent la régularisation des emplois et des postes que nous avons évoqués dans le tableau des effectifs, plus des autorisations d'emploi pour la période estivale qui s'annonce. Nous le faisons maintenant afin d'anticiper la saison. Le point numéro 12, alors c'est la création d'un emploi permanent à temps non complet d'agent social de catégorie hiérarchique C pour assurer les fonctions de portage de repas. C'est celui dont je vous ai parlé. C'est donc 5 heures hebdomadaires avec un contrat de 3 ans renouvelable, une fois, et possibilité de CDI à l'issue de ces 6 ans. Est-ce qu'il y a des observations? On peut passer au vote. Est-ce que vous approuvez cette décision? Qui est pour? Merci. Point numéro 13. La création d'un emploi permanent à temps non complet d'un adjoint technique de catégorie hiérarchique C pour assurer les fonctions d'entretien à l'église de Sors. Je vous en ai parlé dans le tableau. C'est un contrat de 3 heures hebdomadaires uniquement, et c'est un contrat de 3 ans renouvelable une fois, et possibilité de CDI aussi à l'issue des 6 ans. Est-ce que vous approuvez cette décision? Qui est pour? Merci. Point 14. C'est la modification de la durée hebdomadaire du travail d'un emploi d'adjoint administratif principal à l'agence postale. Alors, sa quotité horaire était de 28 heures, elle passe à 30 heures, mais cette modification a simplement pour but de coller au plus juste des besoins des utilisateurs. Et nous modifions les horaires de 9h15 à 9h et jusqu'à midi, et de 13h30 à 15h45, sachant que la levée à Sorts est à 15h15. J'ajoute aussi, et j'ai été très étonné lorsque j'ai discuté avec cet agent, le bureau de poste postal, le bureau postal est le numéro 1 sur la région, enfin dans notre périmètre. Est-ce que vous approuvez cette modification? Qui est pour? Merci. Comment? T'es pour elle, très bien. On va parler des ouvertures de postes. Alors, je vous rappelle que ces décisions, c'est les décisions que nous allons prendre, c'est ce que vous avez pris lors des différents conseils municipaux les années précédentes, à la même époque. Le point 15, c'est ouverture des postes de contractuels pour accroissement saisonnier d'activité. Ça concerne principalement les MNS, les
les ASVP, les services techniques, les crèches, les pôles enfants jeunesse, etc. C'est pour pouvoir avoir une augmentation d'effectifs sur certains services pendant cette saison uniquement et faire face à l'influence de l'été. Je pense aux saisonniers et qui travaillent au service technique pour le nettoyage des plages, entre autres, des poubelles et des ASVT supplémentaires, par exemple. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Marguerite. Eh oui, il faut bien que je me rattrape un petit peu. Non. Juste, monsieur le maire, normalement, dans ce genre de délibération de mémoire, on doit donner le nombre de mois d'ouverture de poste. Ça représente quel volume? Pardon, ça commence pour certains. Alors, le nombre est de 20 personnes en ce qui concerne par exemple les saisonniers qui se trouvent au service technique. Il y en a qui commencent en saison longue de mois d'avril jusqu'à fin septembre et d'autres en saison courte, juillet, août. Parce que je crois bien que dans la délibération, vous devrez mettre exactement le nombre de mois que vous comptez ouvrir. A priori, non. Parce que après, ça le CDG ne me l'a pas imposé. Enfin, juste dire on ouvre, c'est en fait, il faut dire quel volume on ouvre. Alors, je l'ai expliqué auparavant, c'est le volume, on pourra le mentionner, mais en ce qui concerne cette ouverture, c'est principalement, il y a 2 ASVT supplémentaires, il y a 20 personnes supplémentaires au niveau du service technique, je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes pour la crèche. C'est important, et ça permet d'ouvrir un volume de postes qui est validé par l'Assemblée délibérante et qui permet au trésorier de valider ou non les recrutements. Alors, après, en termes de paiement. Au niveau de la trésorerie, au niveau des trésoriers, c'est validé puisque c'est quelque chose qu'on a reconduit et dans le budget, il est doté pour un saisonnier. Alors, est-ce que vous approuvez cette décision? Qui est pour? Merci. Alors, création d'emplois non permanents pour le remplacement temporaire d'agents indisponibles. Alors, comme vous l'avez expliqué, comme c'est expliqué dans la note, c'est de pallier aux éventuels problèmes de personnel courant la saison d'été et continuer de maintenir le service public. Est-ce qu'il y a des observations sur ce sujet? On va passer au vote. Qui est pour? Merci. Point 18. On va passer... J'ai loupé un point, vous n'avez pas fait attention. C'est le point numéro 16. Excusez-moi, je suis allé trop vite. C'est le 16 qui a été oublié. C'est la création de postes contractuels pour accroissement temporaire d'activité. Cela concerne uniquement et principalement les 2 mois d'été pour une surcharge de travail aux ressources humaines et à la police municipale à son accueil. Est-ce que vous avez des questions et est-ce qu'on peut passer au vote et est-ce que vous approuvez cette décision? Qui est pour? Merci. Alors, on revient à mon point 18, qui est la modification de la grille tarifaire du PEJ en fonction du quotient familial. Et Caroline Chabreduc va prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, alors, afin de lutter contre les inégalités sociales, la Caisse d'allocation familiale a modifié les conditions particulières de l'aide au départ en vacances et à l'accès au temps libre pour les enfants de 3 à 17 ans, révolue du 4 janvier 2021 au 2 janvier 2022. Tout droit ouvert l'est pour l'année entière, quel que soit le changement intervenant en cours d'année pour ces enfants-là. Sont concernées toutes les familles à un quotient familial inférieur ou égal à 786 € au mois d'octobre 2020. Nous devons donc modifier les 2 et 3e tranches de la grille tarifaire du périscolaire ainsi que celle de la LSH et les 2 premières grilles de l'espace jeune. Dans les tableaux qui vous ont été fournis, il existe une erreur dans cette nouvelle grille que nous allons rectifier ici et maintenant. En effet, les 2 premières tranches sont de 0 à 449, la seconde est de 449,01 à 786 et sont obligatoires. La suivante va de 786,01 à 790, ainsi de suite. Par ailleurs, il ne peut plus exister de différence tarifaire entre les enfants de la commune et ceux venant de l'extérieur. La RLSH et l'espace jeune ne possèdent donc désormais qu'une seule grille de tarification chacun. Suite à ces nouvelles directives, nous allons réunir au plus vite la commission d'enfance-jeunesse qui devra réétudier l'ensemble de ces grilles tarifaires pour les mettre en adéquation avec ces nouvelles tranches. Ces nouveaux tarifs seront soumis au prochain conseil. C'est une obligation, on a obtenu un petit délai. Voilà. Nous souhaitons de même établir le montant de l'adhésion à l'espace jeune à 10 €
pour chaque enfant, quel que soit son lieu d'habitation. Voilà. J'ai fini. C'est déjà... Et la modification. Mais nous allons entendre Lionel qui a quelque chose à nous dire sur les coefficients Ah, je suis familiaux. désolé. Non, mais je sais, c'est un sujet que tu souhaites aborder Ah oui. et dont Oui, tu oui. m'as fait part. Ah vraiment. Ça Oui, me tient à mais cœur. il n'y a pas de problème. T'essayes d'être Mais c'est vrai. concis. Mais c'est vrai. Essaye d'être concis, s'il te plaît. J'essaie d'être concis. Non, Merci. Oui, parce qu'en plus, sinon après dans le compte rendu. Ouais. Ça pourrait faire tâche dans le compte rendu. Et on Ah, je pourrait deviens avoir lourd. beaucoup de Je deviens choses. lourd. S'il te plaît. Merci. On vient de me dire que j'étais lourd, mais bon, c'est vrai. J'assume. Non, merci, monsieur le maire. Mais c'est effectivement un point qui, pour moi, est très important. Parce que là, on est sur l'enfance, on est sur la jeunesse. On est sur une politique qui est, pour moi, prioritaire à l'échelle d'une commune, puisqu'on forme les citoyens de demain. Et ce sont des habitants que nous devons considérer d'une certaine manière. Le quotient familial permet effectivement à des familles qui ont plus ou moins de moyens d'accéder à différents types d'activités. Maintenant, le fait que dans ce genre de grille, et c'est bien qu'on puisse avoir la commission pour en parler, parce que je pense qu'il y a quand même un débat de fond à mener là-dessus, qui est de dire est-ce qu'on doit, comme c'est marqué dans ce tableau, faire en sorte que le reste à charge pour les familles qui ont un QF supérieur à 1500 soit de 100%. C'est-à-dire qu'on considère que dans notre politique enfant-jeunesse, on n'est plus sur une politique sociale que familiale. C'est-à-dire que, ou une politique jeunesse. Pour moi, la politique jeunesse, elle fait en sorte que même des gens qui ont un QF supérieur à 1500, parce que je vous rappelle qu'un QF à 1500 doit être à peu près à 2000 € gagnés par parent sur une famille de 2 enfants, hein, c'est à peu près ça. Et maxi d'ailleurs peut-être. Et on se retrouve avec des gens qui vont forcément hésiter à mettre, parce qu'ils habitent Sortos-Segor, c'est aussi des frais qui sont peut-être supérieurs à d'autres territoires. La CAF a une certaine vision. Nous, il est important qu'on ait une vision pour nos habitants et pour ces jeunes qui doivent devenir des citoyens et qui doivent avoir accès à plein d'animations ou de choses qu'on peut mettre en place pour eux. Et quand on voit que là, on leur demande, alors c'est aussi un tableau qui existait d'avant, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une politique qu'il faut peut-être qu'on fasse évoluer dans ce sens-là, où toutes les familles ont une participation de la commune qui fait en sorte que les enfants puissent participer collectivement à quelque chose qui fait qu'ils vont pouvoir se rencontrer, ils vont pouvoir partager des choses ensemble, ils habitent une même commune, quel que soit leur milieu social, ils peuvent se rencontrer. Or, en faisant ce qu'on est en train de faire là, on exclut plutôt ceux qui sont sur les tranches hautes et du coup, on ne les intègre pas forcément à tout un ensemble qui sont en fait tous les habitants de la commune. Donc on est dans le projet éducatif de territoire. Ce projet éducatif de territoire, il a beaucoup de sens. C'est-à-dire que c'est un document qui permet de faire travailler toutes les structures jeunesse ensemble pour faire en sorte que de 0 à 18 ans, les jeunes ont un parcours quelque part citoyen qui leur permet d'intégrer les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, qui sont ces valeurs qui représentent notre République. Et si on veut faire des vrais citoyens, je pense que nous sommes, nous les élus de la commune, un des derniers remparts face à ce que les jeunes peuvent vivre, un peu de sentiment d'abandon des différentes structures. Nous, les élus des communes, on est aussi présents pour faire en sorte que ces jeunes ne soient pas un peu perdus dans tout ça. Il faut qu'on leur rappelle ces valeurs, et je vais arrêter là, monsieur le maire. Donc c'est pour ça que je pense que de mettre en place une politique familiale, jeunesse, plus qu'une politique sociale, à l'échelle de notre commune, pour tous les habitants, ça a du sens. Parce que ces jeunes, ils ont besoin d'accéder à des séjours qui sont organisés, parce qu'il y a des sujets qui sont abordés, rendre une chambre propre, faire la vaisselle, tous ensemble, vivre collectivement. C'est des sujets qui sont bien portés par les structures en général municipales. Très bien. Merci pour cette explication. Donc on va juste ce soir voter les 10 € et les tranches, mais pas les coefficients à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Ah non, les coefficients, c'est... Non, il y en a certains qui sont imposés par la CAF. Non, mais même si après on y revient et qu'on travaille avec la commission, monsieur le maire, il n'y a pas de problème. C'est qu'on n'a pas eu le temps de travailler ça en commission. Non, ça a été passé au dernier moment parce que la CAF nous a obligés. C'est pas le lieu où on va travailler ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'en commission, on aborde vraiment la politique enfant-jeunesse et qu'est-ce qu'on veut pour les jeunes habitants, les jeunes habitants, parce que sinon ça risque d'être marqué comme ça. Bien. Oui. Il faut savoir que ce tableau, là, on est obligé de le rendre avant le 30 avril et ça doit être voté en commission. Il faut savoir que ce tableau, pour l'année prochaine, on va pouvoir le refondre et tout ça, de façon à ce qu'on l'adapte pour janvier l'année prochaine. Plus on peut augmenter,
faire plus de découpage dans les tranches, et on peut monter des coefficients jusqu'à 2000, il n'y a pas de souci, hein. Mais là, on doit valider ces tranches obligatoires dans l'urgence. Et c'est pour ça que les tarifs, on a eu un délai parce qu'on a regardé le tableau et c'est vrai qu'on a trouvé que il y avait un souci quand même. Justement, on veut faire quelque chose contre l'exclusion et au contraire, on en crée quoi. Donc voilà. Et c'est le travail qui est prévu pour les 4 prochaines semaines, Monsieur Barberis. Bon, Voilà. donc on va quand même passer au vote sur ce que demande Caroline, sur les grilles et les 10 € concernant l'adhésion à l'espace jeune. Donc après toutes ces explications, je pense qu'on n'en a pas d'autres. Est-ce que vous êtes pour? Et on prend note que la commission se réunit très prochainement pour rentrer dans le détail. On va passer donc au prochain article, informations et questions divers. Mais ça a été voté? Oui. Le point 19, le tarif élouage. Alors, c'est la fixation des tarifs des marchés forains. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous avons 125 emplacements, donc 90 abonnés, et le reste, 35, donc, en passage. Le forfait de 3 mètres linéaires, alors les propositions ont été faites et acceptées par les loueurs. Le forfait de 3 mètres linéaires, pardon, les mercredis et vendredis de juin et septembre, est égal à 12 €. Les forfaits de 3 mètres linéaires les autres jours de marché est à 18 € plus 3 € supplémentaires pour les mètres linéaires supplémentaires. Nous avons voulu créer un tarif préférentiel pour les commerçants abonnés qui font le choix de prendre l'abonnement pour tout le mois d'octobre. Alors il y a 4 dimanches. Et c'est un forfait de 3 mètres linéaires qui est égal à 12 € au lieu de 18 pour tous les dimanches d'octobre. Nous avions donc entériné tout cela lors du conseil du 29 janvier dernier, mais c'était juste pour vous le rappeler. L'autre point est la prime de précarité. Depuis le 1er janvier 2021, une indemnité de fin de contrat, dite de précarité, est à verser obligatoirement à l'agent. C'est ce que l'on retrouve en fin des CDD lorsqu'on est dans le privé. Cette prime est égale à 10% du salaire brut et elle est versée à 2 conditions: finir son contrat à terme et pour un contrat inférieur ou égal à 1 an, pour un salaire brut global qui ne doit pas être supérieur à 2 fois le montant du SMIC. L'indemnité ne sera pas due si l'agent contractuel refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, avec une rémunération au moins équivalente. L'agent, à l'issue du contrat, est nommé stagiaire suite à la réussite d'un concours, le contrat de l'agent est renouvelé, ou l'agent conclut un nouveau contrat en CDD ou en CDI au sein de la fonction publique territoriale. Enfin, si la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'agent ou de la collectivité démission ou licenciement. Tous ces calculs et toutes ces primes sont imposables et soumises aux conditions. Et le montant de l'indemnité est égal à 10% de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de tous ces contrats. Donc c'est une information qui est assez importante puisque ça demande de bien réfléchir lorsqu'on fait un CDD et de savoir comment on le fait. Point suivant, le projet RTE. Alors nous avions parlé de cela lors du dernier conseil municipal et il y a eu pas mal de mouvements sur ce sujet-là. Je vous refais un rapide retour en arrière. Lors du sommet de Madrid en 2015, pour les interconnexions, oui c'est pas grave, c'est la fin, c'est pour ça, c'est pour les interconnexions énergétiques, oui, entre la France et l'Espagne, qui déclare mettre en œuvre un projet Golfe-Gascogne. Cela doit permettre aux Espagnols en sous-capacité d'obtenir de la France de l'électricité. Et ce projet est soutenu par l'Union européenne, puisqu'il y a 578 millions d'euros qui sont affectés à cela, commence ses études et consultations dès 2017.
Des études en mer en 2019 ont démontré techniquement que le tracé maritime initialement prévu, puisque c'était un projet tout mer, je rappelle, ne pouvait se faire dans sa totalité à cause du franchissement du gouffre de Cap-Breton. La seule alternative est donc dans le contournement de ce dernier par voie terrestre. Un projet de tracé terrestre a été présenté mi-janvier, empruntant différents secteurs urbanisés des villes de Seignos, Cap-Breton et Osgore. Début février, les 3 communes concernées, à ce jour, Cap-Breton, Seignos et nous-mêmes, par la voix de ces maires, ont rejeté publiquement les propositions des tracés auprès de RTE. Partageant l'inquiétude de nombreux habitants, nous avons demandé à RTE de réfléchir à d'autres options de trajet en zone non urbanisée. Nous avons d'ailleurs été entendus et la phase préalable de concertation a été prolongée avant que le projet soit soumis à enquête publique sous l'égide de la préfecture des Landes et du ministère de la Transition écologique. J'ai envoyé à ce jour d'ailleurs une demande de rendez-vous auprès des autres maires concernés avec RTE pour essayer d'avoir les différents faisceaux qui nous sont proposés, sachant qu'on reste globalement persuadé que ce projet tout mer peut se faire. Je ne sais pas si vous avez vu les informations, il y a quelques semaines, on a tiré un câble entre la France et les États-Unis. On va sur Mars, donc je pense que de tirer un câble électrique en continu doit pouvoir se faire en contournant le gouffre. Par ailleurs, les bobines que vous voyez et qui seront déroulées, lorsque c'est sur Terre, ce sont des bobines de 2 km qui sont raccordées à des plots, comme des sucres que nous avons quand nous faisons de l'électricité chez nous, mais à des tailles un peu plus imposantes. Et les bobines qui sont en mer sont d'un seul trait de 120 km, ce qui est quand même complètement différent et qui nous permettrait de penser que cette solution est en tout cas la meilleure pour tous. En tout cas, on vous tiendra informé parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur tout le Conseil. Vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés. Et en fonction des avancements, nous vous ferons part de ce qui se passe et de ce qu'il y a. Et soyez certains que la détermination est présente. On passe au dernier point, qui est la brigade des plages. Alors, ce dernier point était d'abord une expérimentation qui était initiée par le SMGBL, la préfecture des Landes, menée par la gendarmerie nationale sur les plages landaises. Le but est de répondre à une augmentation de la fréquentation des plages pendant la saison ainsi que sur les ailes de saison. Cela passera par la mise en place d'une brigade des plages de la gendarmerie sur les communes qui sont concernées, avec 3 types d'expérimentation. Alors au sud des Landes, c'est Cap-Breton, Osgore, Seignos. Au centre, c'est Vieux-Boucau, Messanges, Moliès, avec une option garde républicaine à cheval. Et le nord, Mimizan. Les zones concernées sont des zones réglementées et ça sera sur les zones non réglementées aussi. La première année servira d'expérimentation et on verra à la suite de cela la continuité ou non de cette proposition. La mise en œuvre opérationnelle est d'amener la gendarmerie à patrouiller sur ces zones de fréquentation croissantes où jusque-là, elle n'intervenait pas du tout. Le constat de comportement déviant en hausse sur les plages et la volonté d'être présent de façon systématique amènera la gendarmerie dans un premier temps à mettre l'accent sur la prévention. La période de... dès que j'ai fini, je te laisserai la parole. La période de déploiement, objectif initial, mi-juin à mi-septembre, et potentiellement dès les week-ends du mois de mai, l'objectif étant de roder le dispositif le plus tôt possible. Les premiers renforts arrivent mi-juin, mais on va voir si donc, pendant cette période du mois de mai, on peut déjà tester cette opération-là. Cette expérimentation sera pour nous une bonne chose en termes de sécurité et la gendarmerie affiche sa volonté de collaborer avec nous. On devrait donc avoir un été sous surveillance, ce qui n'est pas si mauvais
compte tenu de ce que nous entendons sur la fréquentation à venir. Tu as une remarque à faire, Lionel? Juste, sur nos plages, nous, on n'a pas de CRS. Ça n'a rien à voir, c'est un complément. non, Nous avons 3 CRS, donc Oui. c'est un dispositif. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Si. Non, c'est pas 2 fois. Hein. Pas 2 fois. Mais non, mais c'est vrai. Non, J'ai j'écoute ce que expliqué j'ai la dit. Je sais ce que gendarmerie. c'est, mais je sais que c'est la gendarmerie. Bien, Et donc pour le c'est coup, je connais différent. un peu Nous la avons 3 gendarmerie. donc ça va. CRS. Non, mais je dis c'est bien, mais ils patrouilleront sur des zones qui sont des zones surveillées où les CRS sont présents aussi. C'est en complément de ce qui existe Voilà. CRS et MNS. On sait très bien, mais ce que je suis en train de dire n'est pas le but d'attendre opposition avec ce qu'elle dit, c'est juste pour bien voir qu'on est sur une zone qui est déjà surveillée par les CRS et MNS, qui ont aussi un pouvoir de police qui est toujours intéressant. Absolument. Ils ont un problème aussi d'intervention souvent, donc c'est plutôt un très bon dispositif d'y mettre aussi les gendarmes avec les chevaux. Mais on a aussi ce problème de sécurité sur les plages qui se pose avec le fait que les CRS sont aussi armés sur les plages. Donc avec le problème de l'intervention, quand ils ont besoin d'intervenir, qu'ils ont aussi leur arme sur eux. Oui, sauf Donc que ça- sur nos plages, nous n'avons que 3 CRS. Voilà, nous on n'a que 3 CRS. Bon, Compte tenu voilà. de ton expérience passée, Ouais. tu en avais beaucoup plus à Il y avait- Capozo, il y en a beaucoup oui. plus à Seignos. Il y Nous, avait nous beaucoup avons que plus de 3 CRS, mais du coup Donc je le me réjouis, dispositif, je ça me se posait réjouis la d'une question. se opération de ce type-là, qui dans un premier temps est de la prévention, et qui va être aussi de la dissuasion si on pouvait avoir une dérive sur la plage. Oui. Bien entendu, ça ne prendra en aucun cas la place des CRS, c'est un complément, C'est et ça. c'est ça qui est important. Non, mais quand je dis quid des CRS, parce que vous savez très bien que depuis très longtemps, l'État veut supprimer les CRS. Mais ça se fera, je Donc c'est pour pense, ça que je pose cette question, parce que c'est je pas... pense que les CRS, Parce c'est un qu'en sujet- proposant ça, Oui. à terme, c'est peut-être aussi de supprimer les CRS. Mais Or, les CRS ont une utilité sur la plage qui est quand même très importante, elle est dissuasive pour beaucoup de comportements qui peuvent être déviants, et c'est très intéressant de les avoir. Mais depuis très longtemps, l'État cherche à effectivement enlever les CRS des plages. on- Il ne faudrait pas que ce dispositif soit à l'heure pour les supprimer. Voilà. Mais c'est pour... non, dans la journée, ça se pose aussi. Il peut y avoir dans la journée. Mathilde, on est bien barré. Si jeune. Non, mais Donc, par contre, moi, moi, non, pour qu'on... je voulais Oui, juste vas-y. ajouter, c'est vrai que par rapport à la réflexion de Lionel, nageur sauveteur, c'est aussi un autre métier. Voilà, à la base, on n'est pas censé faire de la police, on est censé faire de la prévention, on est censé intervenir, et les CRS participent à ça, bien sûr. Et c'est pour ça que la brigade, je pense, de place, ça peut être assez intéressant pour vraiment être à 100% sur cette activité-là de prévention. Je par pense rapport que à cette ça. expérience-là, Voilà. on verra les effets en fin de saison. Mais je pense que cette expérience-là sera bénéfique. Et c'est peut-être, c'est vrai, le moyen de nous faire sortir nos CRS de nos plages, qui depuis très longtemps, ce bruit court, et on le voit, ça diminue d'année en année. Et que ça soit pour les communes de droite et de gauche, c'est le cas. Voilà. En tout cas, j'ai terminé le conseil. Non, j'ai terminé le conseil pour ce que j'avais fait en termes de... Maintenant, il y a des questions diverses. Et je voulais savoir si vous aviez des questions diverses. Michel? Bon, moi, je vais vous parler de choses un peu plus gaies. Je sollicite auprès de tous les administrés de venir m'aider pour la création d'un verger, surtout une pommeraie sur les terrains qu'on a acquis dans les Barthes. Ce projet sera associé avec les écoles, avec l'EHPAD. Je propose d'avoir des arbres assez bas pour que les enfants puissent cueillir les fruits, les pommes. On a avec Maël cet après-midi vu un apiculteur qui est disposé à disposer des riches une fois qu'il y aura les fleurs. Donc je me suis engagé à avoir des fleurs d'ici 3 ans en ayant des profils de culture d'arbres inclinés. Enfin, c'est une méthode de culture que je verrai plus tard. Voilà, donc sur ce verger, il fera à peu près 1 hectare, ce qui veut dire qu'il y aura assez de récolte. Ces fruits seront ramassés par les enfants, donc ils pourront les emmener chez eux. On pourra les distribuer dans les cantines et aussi à l'EHPAD. On pourra amener, ça sera arrangé par les conseils municipaux. Je voulais dire, l'entretien, le gros œuvre, en fait, ça se limite pour la mairie à Faucher. Surtout j'aurai surtout besoin de bénévoles pour faire les trous et planter les arbres. Après, pour la taille, c'est pas très compliqué, il suffit de montrer. J'ai déjà une expérience où j'ai déjà un grand verger depuis 20 ans. Ça marche très bien.
il n'y a aucun traitement. Si on met des variétés adéquates, il n'y a pas besoin de traiter. Un petit peu de chenille. Hein. Cerisier ici, non, ça donne pas ici, c'est pour les oiseaux. Si on veut des cerises pour les oiseaux, mais on n'aura pas de cerises. Si on veut des fruits, il faut des pommiers, des mirabelles, les poires non plus, c'est malade. Très Il bien. peut y avoir peut-être quelques pêches de vigne rouge, mais à peu près c'est tout. On peut mettre quelques kiwis, ça amusera les enfants, les mettre Bien. assez bas pour qu'ils puissent les ramasser. Voilà, ça sera en place d'ici. On va commencer en août à peu près pour préparer le sol. Il me faudra de l'herbe, mais ça je vais m'arranger avec le golf. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, c'est tout un système. Pour l'apiculteur, il nous a dit qu'il mettrait les ruches si on s'occupait des frelons. Donc il faut commencer 2 ans avant. Donc on va distribuer aux personnes qui habitent autour des pièges à frelons avec des produits qu'ils mettront en février l'année prochaine pour qu'il y ait une densité moindre de frelons, parce qu'il ne mettra pas ses abeilles, plutôt, mais il faut des guêpes dans les vergers, il ne mettra pas ses abeilles s'il y a des frelons. Donc on va organiser ça, il y a tout un système. J'ai besoin de vous, des administrés, pour venir m'aider. Tout seul, ça sera difficile. Après cet appel de C'est bucolique, tout à fait bénévole. C'est là où un pool de bénévoles serait intéressant absolument. pour participer Donc, Mais peut-être c'est que- le pool de bénévoles qu'on est en train d'essayer de monter Voilà. fera partie. Alors rappelez-moi à la mairie, je vous écouterai, on D'accord. organisera tout ça. Après cet appel très bucolique de la part de notre ami Michel, moi j'ajouterais juste un point qui n'a rien à voir, c'est pas du tout bucolique et je ne vous parle pas d'arbres. Je voulais juste vous informer que l'aire de camping-car réouvre le 16 mars. Et donc, oui, non, ça ouvre là. De plus, la ville améliore ses équipements avec des bornes électriques installées pour chaque emplacement. Et si vous vous souvenez, nous avions voté la gestion de ce camping à une société extérieure qui s'appelle Camping Car Park et qui a un nombre important de ce type-là sur l'ensemble de la France et une grande communauté. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Monsieur Bernet. Mais vous avez sans mal la réponse tous. Il y a des concessions privées, à moins que ça n'existe plus, privées, hein, à des propriétaires privés sur le lac d'Osgore. Il y a des bateaux qui sont positionnés sur le lac d'Osgore, propriétaires privés. Je ne parle pas des... Oui. J'avais cru comprendre il y a quelque temps que ces concessions privées, j'insiste, propriétaires privés, venaient à terme et ne seraient pas renouvelées. Alors, il y a des ados. Alors, j'ai rien contre les pêcheurs et les... Non, il y a des ados. Il y a des ados pour le ski nautique. Oui, non, je parle pas de tout ça. Je parle des bateaux. Si tu vas aujourd'hui, enfin, si tu as Ouais, fait ton foot... mais tu parles de quoi d'autre alors? Parce qu'il n'y a pas d'autres concessions, hormis... Si, il y avait. Oui, il y avait. Mais Est-ce hormis... que c'est fini, c'est ma question. Non, alors, hormis les ostréiculteurs, on a donc les anneaux qui sont liés au... Oui, ça d'accord. Ça, Voilà. Mais Mais sinon, il n'y a pas d'autre chose. il n'y a que ça. Mais autrefois, ça existait. Il y a Mais autrefois, etc. ça a beaucoup bougé. Moi aussi. Bon, très bien. La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 7 mai 2021 à 19h. L'heure sera peut-être à vérifier, on verra, en fonction de l'évolution de la Covid. Je vous remercie. 7 mai, oui, on aura une commission générale 15 jours, 3 semaines avant, 15 jours avant. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et je remercie les gens qui nous ont suivis. Bonsoir.